Je le sens bien. Allez, par là. Excusez-moi, mais il est où Alex, là? Oh putain, il a l'air hyper déçu. T'as réussi à le maintenir en vie jusqu'ici. C'est énorme. C'est énorme, t'as raison. Tu préfères faire un taf que t'aimes bien de ouf, mais tu gagnes un SMIC, ou avoir 10 000 euros par mois, mais tu fais un taf de merde? Quoi comme taf de merde, tu gagnes 10 000 euros? Laver les toilettes publiques. En tout cas, tu vas voir. C'est une très bonne boîte, avec des perspectives pas inintéressantes. Surtout pour quelqu'un comme toi. T'aimes le punk? 1, 2, 3, 4! Tu m'as appelé, donc j'imagine que t'as pas pécho le Simon. Je crois que j'ai envoyé un message de grosse bouffonne là. Aujourd'hui, on s'envoie plus de lettres d'amour, donc un message bourré, c'est un acte de grande noblesse, tu vois. Évidemment. De quoi? Enfin, franchement, vous nous prenez pour qui? Putain, j'ai l'impression que je suis en train d'halluciner, là. C'est quoi un auteur? C'est quoi un vrai auteur? Un vrai auteur, il réinvente la vie. Il est pas là à pomper le sang de je sais pas qui. Il réinvente le réel. It's a story about belonging. It's a story about being different. T'imagines, t'as même pas le bac et tu dis à ta mère, bon, je vais à la fac. Tu vas faire quoi? Je vais enseigner. Pas beau? Do you know where I can find Outkast? ATL became the hip-hop capital of trap music. Trap music, Atlanta, that shit is all the same. You gotta get out the trap. Nous nous arrêtons à un glacier. Je déguste l'une des meilleures glaces de toute ma vie. Parfum abricot. Le parfum de Bagdad. Dans l'imaginaire collectif, une espionne est une intrigante sexy qui couche pour obtenir des informations. Or, ce que ces espionnes m'ont raconté, c'est une toute autre histoire. Bienvenue sur SOS Voyance. Quelle est votre question, Valérie? Dites-moi. Écoutez, je suis en pleine ménopause. Je voulais savoir quand est-ce que j'allais voir le bout du tunnel. Les arts ménagers et l'électroménager, ce sont des trucs qui ont profondément changé et facilité la vie des femmes. Oui, aujourd'hui, les publicités genrées, ça nous casse les ovaires. J'ai souvent l'impression que je suis pas du tout à ma place. Le fait de se sentir bas à la hauteur, de pas se sentir à sa place, on peut aussi apprendre à gérer la peur, le stress que ces pensées génèrent en nous. Bienvenue dans Jour de Play. Le jeu vidéo nous vend sa promesse, celle de pouvoir parcourir des contrées inconnues, de vivre des aventures uniques. Je trouve que c'est génial. Alors ben voilà, hein, on a un peu une idée de ce qui nous attend. Je pense que ce qui va être très intéressant de voir avec l'intervention de Caroline, c'est cette transformation que tous les médias essayent de faire, que tous les acteurs de toute forme même de communication, de création de contenu essaient de faire. Parce que je pense qu'on a tous en tête l'idée aussi de Arte. Moi, quand j'étais tout petit, Arte, c'était une chaîne qui me faisait un peu peur. J'y voyais des trucs un peu étranges, etc. Donc je m'en tenais aux chaînes pour enfants. Puis j'ai grandi. On a commencé à me dire que ça serait vachement bien pour ma culture que je sois un peu plus branché sur Arte, même si j'y arrivais pas toujours aussi bien. Et puis j'ai commencé à rentrer dans la vie active en 2010, quand il y a eu cette éclosion de formats comme le webdoc, comme des formes de création numérique, interactive, et jusqu'à aujourd'hui avec un foisonnement dans la création de contenu. Et il faut bien dire que depuis que j'ai commencé à bosser, Arte a toujours été, et le service public en général, mais en particulier Arte, une espèce de phare, de guide aussi dans ces formes de création. Donc je suis très très content de pouvoir passer la parole à Caroline Balderou, qui est, alors, excuse-moi, voilà, très bien, je vais lire ton titre, j'ai toujours du mal avec les titres et je ne veux pas les écorcher, directrice adjointe du développement numérique. Je te laisse peut-être la meilleure place avec une première question. Merci Benjamin. Quel est ce travail? Quel est ton travail? Qu'est-ce que tu fais de beau chez Arte?
Alors, chez Arte, donc, je dirige l'équipe du développement numérique, qui est une des unités éditoriales d'Arte. Et il y a 2 grandes missions pour cette équipe. La première, c'est de produire et coproduire des œuvres audiovisuelles interactives, des séries documentaires, des séries de fiction, dont vous avez vu un florilège dans la petite bande-annonce qu'on vous a présentée juste avant, qui est un peu tout ce qu'on a fait de mieux ces dernières années. Et puis, des programmes en réalité virtuelle, des programmes de jeux vidéo. Et puis, la deuxième mission, c'est celle de partager et diffuser tous ces programmes à l'ensemble de nos publics sur le numérique. Donc, c'est ça dont on va parler ce matin. C'est 2 missions qui sont les nôtres. Et voilà, je suis très heureuse de pouvoir vous parler de tout ça. Et oui, mon équipe, c'est une quarantaine de personnes qui travaillent sur tous ces sujets, puis aussi sur des sujets un peu plus transverses pour accompagner les changements de méthode de travail chez Arte. Et puis, je suis très heureuse d'être ici. Merci aussi à la métropole de Rennes et à l'association de Clair-Obscur de nous avoir invités, parce que c'est très important pour nous de pouvoir rencontrer les créateurs, rencontrer l'écosystème numérique, digital et audiovisuel de Bretagne, qui est très, très actif ici dans la métropole de Rennes. Donc voilà, je suis ravie d'être ici. Je crois qu'on va commencer par un petit moment historique, en tout cas remonter le fil de 30 ans. Il y a eu un anniversaire quand même assez marquant. Je te laisse peut-être dérouler le fil de cette belle histoire. C'est parti. Donc les sujets dont on va parler aujourd'hui, c'est vraiment ce dont je vous parlais il y a 2 minutes sur notre quotidien. C'est vraiment d'accompagner la créativité avec les auteurs, les créateurs, les producteurs qui travaillent avec nous. Et ça, c'est pour inventer des formats qui sont innovants à la fois dans la façon de raconter des histoires, donc dans les histoires nouvelles qu'on peut apporter au public, et puis dans des formats tout à fait nouveaux et dans des expériences innovantes qui sont toujours au service de nos publics. Et donc, comme le disait Benjamin, cette année est une année spéciale parce qu'en 2022, Arte va fêter ses 30 ans. Et 30 ans, c'est à la fois la maturité, mais toujours la jeunesse et l'innovation et l'envie d'entreprendre. Et surtout, c'est un âge qui est tourné vers l'avenir. Donc, cette année, il y a plein de belles choses qui vont vous attendre sur Arte pour fêter nos 30 ans. Donc, Benjamin disait qu'on voyait la chaîne tout à fait différemment d'aujourd'hui. Donc là, c'était juste un petit clin d'œil, un petit flashback sur d'où Arte est parti il y a maintenant 30 ans. Bonsoir, bienvenue sur Arte. Moment de détente ce soir puisque nous allons nous entretenir sur le rire. Le rire, ses origines, son actualité bien sûr. Et pour débattre joyeusement sur ce sujet, j'ai à mes côtés Jean Baliveau, éminent critique et spécialiste, peut-on dire, du rire sur notre chaîne. Spécialiste est un tantinet pompeux, disons juste botaniste attentif du rire, si vous me permettez cette alliance de concepts un peu saugrenus. Tout à fait. Bon, alors c'est un petit clin d'œil, parce qu'on parle souvent de cette vidéo, enfin surtout les boomers, qui ont connu cette époque-là et surtout qui ont adoré Les Inconnus, qui étaient au sommet de leur art à cette époque. Mais alors, je la trouve aussi intéressante parce qu'évidemment, l'art de la caricature est très important et c'est important de pouvoir avoir un peu d'autodérision et de se voir avec un peu de recul. Et puis aussi parce que ce qu'elle raconte, cette caricature, c'est finalement poussé un peu à l'extrême, mais une des idées fondamentales d'Arte qui est l'exigence intellectuelle et éditoriale de tous nos experts, de tous nos intervenants, de tous nos collaborateurs et de tous nos programmes surtout. Et ça, ça reste très, très important pour nous. Donc, on est parti de là et on arrive aujourd'hui à tous ces beaux articles de presse. Donc, c'est un peu ça que je voulais vous raconter, c'est comment on est arrivé aujourd'hui, en 2022, à des chiffres qui sont très impressionnants en termes de nouveaux publics, en termes de nombre de téléchargements de nos programmes sur toutes nos plateformes, et puis sur le fait que Arte est vraiment reconnu comme étant une chaîne qui casse les codes aujourd'hui et qui s'adresse à la jeunesse
avec sa façon de parler. Et donc, on va retracer un petit peu l'histoire d'Arte pour voir comment on est arrivé jusque-là. Donc, au fondement de l'histoire d'Arte, il y a un projet politique. Ce projet politique qui date donc de la fin des années 80, le moment où il y a vraiment beaucoup de sujets autour de l'Europe, la création de la monnaie unique par exemple. Et alors c'était vraiment un projet franco-allemand au démarrage, mais dont l'ambition a tout de suite été européenne. La vision, c'était vraiment que cette chaîne devait pouvoir rassembler les Européens par la culture. Et ça, c'est très important d'avoir ça en tête. C'est vraiment l'idée que voilà, les grands récits peuvent changer le monde et la culture peut aider à rassembler les habitants de l'Europe. Et aujourd'hui, on est toujours dans cette ambition-là, et c'est une ambition qui est vraiment qui se réalise au quotidien, puisqu'aujourd'hui, on a 85% des programmes d'Arte qui sont produits en Europe. Et aujourd'hui, sur arte.tv, vous pouvez avoir accès aux programmes d'Arte en 6 langues, donc le français, l'allemand, l'anglais, l'espagnol, l'italien et le polonais. Donc 70% des Européens aujourd'hui peuvent avoir accès à Arte dans leur langue maternelle. Et ça, c'est vraiment c'est très important pour nous et c'est une ambition qui va continuer à se développer dans les années qui viennent. Et alors Arte, c'est un positionnement tout à fait unique qui était... alors normalement, il n'y a pas le son qui sortait de cette vidéo, mais bon, ça c'est une image aussi qui revient souvent d'Arte, qui est ce décalage en fait. Le regard d'Arte, c'est le fait de vouloir montrer le monde tel qu'il est, pour mieux le faire comprendre à nos utilisateurs, et toujours avec un regard un peu singulier, un peu décalé. Parce que le regard d'Arte, c'est les regards de tous les créateurs avec qui nous travaillons, et ce sont le kaléidoscope de tous ces regards qui fait le point de vue très particulier d'Arte. Et alors, un des marqueurs du positionnement de la chaîne Arte, c'est son ancrage dans le temps long. En fait, l'idée, c'est vraiment que dans l'immédiateté médiatique, dans l'infobésité qu'on vit dans les contenus ultra courts en permanence auxquels nous sommes soumis, il est très important de prendre le temps d'expliquer, de prendre le temps de comprendre, de prendre le temps d'échanger. Donc, on a des marqueurs très, très importants comme des séries documentaires longues et denses. La série Vietnam, par exemple, qui sont 9 épisodes de 55 minutes, par exemple, ou la série En thérapie, qui prend son temps, également 35 épisodes, et la deuxième saison arrivera bientôt. Donc, ça, c'est quelque chose qui est assez fondamental, en fait, depuis les débuts d'Arte. Et un des autres marqueurs fondamentaux, c'est que Arte est un service public. Et dans service public, il y a donc le mot public. Et ça veut dire que Arte est une chaîne qui est une chaîne gratuite, comme vous le savez, que vous payez par la redevance, évidemment, mais qui est accessible à tous et sans mot de passe et sans code, puisque vous les avez déjà. Et surtout, c'est une chaîne qui se préoccupe de ses utilisateurs, qui se préoccupe de son public, qui est à l'écoute de ses usages, de ses problématiques, de ses contraintes. Et finalement, c'est ça qui a fait qu'on a, au bon moment, été capable de prendre des vrais virages. C'est grâce à cette attention portée au public et à ses usages quotidiens. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et puis, le troisième marqueur important, c'est la proximité d'Arte avec l'écosystème des créateurs. Les auteurs, les réalisateurs, les producteurs avec lesquels on travaille sont toujours des personnes qui sont très concernées par l'air du temps, qui sentent les tendances, qui partagent les mêmes interrogations que la société et qui même parfois les anticipent de façon assez saisissante.
Et c'est en étant à leur écoute, c'est en travaillant avec eux qu'on arrive à saisir cet air du temps, qu'on arrive à comprendre que telle idée va devenir un projet, va devenir un programme. Et très souvent, quand on lance ce programme, qu'on a travaillé déjà depuis 1 an, voire 2 ans, et ben on est exactement au moment où ce sujet arrive partout dans la société ou dans les médias. Et ça, c'est vraiment ce lien très, très proche qu'on travaille avec tout l'écosystème des créateurs qui fait qu'on arrive à ces résultats-là. Et donc, grâce à ces créateurs, on peut arriver à comprendre aussi tout ce qui se passe sur les sujets numériques. Et un des mots-clés importants pour comprendre comment on arrive à aller sur tous ces nouveaux sujets digitaux, c'est le mot-clé liberté. En fait, le numérique permet une telle liberté de ton et de format que, en tout cas pour une chaîne comme Arte, ça a été tout à fait libérateur et tout à fait source d'une énorme créativité, parce qu'évidemment avec le numérique, vous n'avez pas besoin de vous cantonner à une case de 52 minutes, à des programmes de 26 minutes ou de 90 minutes, vous faites absolument ce que vous voulez. Et puis dans les tons également, vous pouvez vous adresser à des cibles et à des publics totalement différents, et puis prendre des sujets qui n'étaient à l'époque pas forcément les plus évidents, sur les sujets des luttes féministes, sur les sujets de la diversité, du handicap, de la relation du sens au travail, par exemple, sur des sujets qui préoccupent aussi beaucoup les jeunes générations. Donc le numérique permet de faire tout ça. Et alors, comment est-ce qu'on est arrivé à tout ça ? Eh bien, une des dates très importantes, là on va parler un peu de tous les différents jalons qui ont marqué les étapes du développement numérique d'Arte. Eh bien, une étape fondamentale, ça a été 2002. En 2002, c'est une petite équipe chez Arte, l'équipe d'Arte Radio, qui a finalement inventé le podcast. Aujourd'hui, on a plus de 100 millions d'écoutes de podcasts chaque mois en France. Mais le véritable pionnier de ce sujet, c'était cette petite équipe qui a inventé le fait de mettre à disposition des sons que les internautes pouvaient écouter totalement à la demande, au lieu d'écouter des émissions web radio classiques sous format plus linéaire. Et aujourd'hui, Arte Radio, c'est plus de 2000 sons en permanence, donc des podcasts documentaires sonores, ce sont des fictions, ce sont des magazines à très grand succès, comme Un podcast à soi, qui est une référence sur le sujet des questionnements féministes en podcast. Et on en parlera beaucoup plus cet après-midi avec Nina Alberg et Benjamin, quand on vous fera ce focus sur les podcasts cet après-midi. Donc voilà, un moment très important dans l'histoire du développement numérique d'Arte. C'est parti de la radio, finalement, et du son. Et l'autre moment très important, c'est en 2007, l'arrivée de Arte plus 7. Arte plus 7, c'était l'idée totalement révolutionnaire à l'époque de se dire on va apporter sur un site internet des programmes qui sont passés à l'antenne d'Arte et qui vont être disponibles pendant 7 jours. Vous pourrez regarder en replay. Et ça, c'était tout à fait nouveau. Aucune autre chaîne n'avait osé ça, parce qu'à l'époque, la crainte était très grande de voir ces programmes numériques cannibaliser l'antenne de la chaîne Arte et l'antenne de toutes les chaînes de télévision. Et donc ça a été véritablement très audacieux. Et petit à petit, Arte plus 7 est devenu un vrai complément de la chaîne de télévision, jusqu'à devenir aujourd'hui, on va en reparler juste après, une vraie offre à part entière et une vraie plateforme de contenu, de programmes de vidéos à la demande. Mais à l'époque, c'était absolument disruptif. Donc ça, c'est vraiment un moment très important dans l'histoire du développement d'Arte. Une petite question justement sur ce moment-là. Quand tu dis en complément, donc cette plateforme était en complément de la chaîne, c'était un complément de type de public, c'était un complément de type de contenu.
Où est-ce qu'elle s'est trouvée cette complémentarité justement et qui a permis peut-être de diffuser aussi les craintes justement, comme tu parlais, de cannibalisation? Alors c'était plutôt un complément de mode de consommation, je dirais. C'est-à-dire que ça aidait vraiment c'était plutôt au début pensé pour des utilisateurs de la chaîne Arte qui n'auraient pas pu voir le programme, qui pouvaient le revoir à un autre moment. Et puis pour des internautes qui commençaient à avoir une consommation un peu différente de la télévision et à avoir envie de regarder des programmes au moment où ils avaient envie de les regarder et pas simplement parce qu'un programme de télévision leur disait que ce programme passait à telle heure sur la chaîne linéaire. Donc c'est voilà, plutôt un complément de mode de consommation. Et puis petit à petit, du coup, c'est devenu un nouveau public finalement qui aujourd'hui, majoritairement, sur le web évidemment, choisit les moments où il veut regarder ses programmes. Et à ce moment-là, en fait, dans la fin des années 2000, c'était le développement de toutes des nouvelles écritures interactives et aussi, quand on parlait, on disait Benjamin, des nouveaux modes de consommation, l'idée d'aller chercher des nouveaux publics avec des nouvelles plateformes et des nouvelles propositions. Et donc, c'est l'arrivée d'Arte Live Web, qui était l'idée d'une plateforme de diffusion de concerts et de spectacles et très souvent en direct. Et l'idée, c'était pas simplement de placer sur ce site des contenus qui auraient été diffusés sur la chaîne de télévision. Là, c'était vraiment l'idée d'avoir une proposition éditoriale qui s'adressait à un public différent, un public plus jeune, avec des modes de consommation différents, et vraiment d'avoir une plateforme dédiée avec une éditorialisation tout à fait personnalisée également pour ce public. Et aujourd'hui, Arte Live Web, c'est aujourd'hui Arte Concert. Et Arte Concert, c'est plus de 900 spectacles et concerts disponibles à tout moment, avec la moitié de ces spectacles et de ces événements qui sont captés et diffusés en direct. Donc c'est vraiment une industrie très spécifique et c'est des équipes qui sont entièrement dédiées à Arte Concert et avec des programmations autour à la fois de l'opéra, de la musique classique, mais également du rap. Et on est particulièrement une communauté de métalleux très très fidèles, puisque Arte est partenaire du Hellfest chaque année et on explose les records d'audience chaque année avec nos captations et diffusions du Hellfest. Donc voilà, une très belle proposition musicale et de spectacles. Il y a également des spectacles de danse qui peuvent se retrouver sur Arte Concert. Et ces années de 2010, c'est aussi toute l'époque où Arte en fait, a développé sa dimension transmédia et interactive en expérimentant les nouvelles écritures. Et donc, c'est l'époque, tu parlais tout à l'heure, Benjamin, des webdocs. Donc, c'est vraiment ce moment-là où, dans l'industrie, tout le monde avait envie de permettre une expérience différente des programmes et des contenus pour les publics et véritablement de rendre l'utilisateur plus actif de la consommation du programme. Et donc, à l'époque, il y avait encore avant des bonus DVD. Finalement, les documentaires interactifs ou les webdocs permettaient véritablement d'intégrer la narration du documentaire et de choisir soi-même de se promener à tel endroit du documentaire et de créer son propre cheminement narratif. Et donc, le premier et le plus connu, le plus représentatif de cette époque-là, c'est Prison Valley, que certains d'entre vous ont peut-être connu, et qui est vraiment une très très grande réussite. Et ont suivi des moments forts aussi, comme le webdoc Gaza Sderot ou encore l'expérience Do Not Track. Et donc, c'est tous ces moments d'hybridation des écritures et on a testé des nouvelles expériences. Et puis, finalement, Arte est arrivé sur le sujet du jeu vidéo en partant de toutes ces expérimentations et en se disant, en partant encore une fois de l'usage de la société, c'est-à-dire que le jeu vidéo est un usage massif
et il était déjà évidemment dans ces années-là. Et donc c'était à la fois un usage extrêmement présent, et donc c'est quelque chose qui nous intéressait énormément de regarder ce qui s'y passait. Et puis surtout, c'était aussi une nouvelle façon de pouvoir raconter des histoires. Et le métier de raconter des histoires, c'est vraiment le métier d'Arte, de tous ceux qui font Arte, de tous ceux qui travaillent avec nous. Et donc l'idée était de se dire comment est-ce qu'on va aller travailler ce sujet, très dans le sujet du jeu vidéo, et raconter des histoires à la façon d'Arte. Donc avec Typewriter qui a été le premier jalon de cette stratégie, de ces développements sur le jeu vidéo en 2013. Mais Adrien vous en parlera bien mieux que moi tout à l'heure. Et puis avec l'exemple également d'un autre jeu qui s'appelait Enterre-moi mon amour, qui était un jeu mobile sur l'itinéraire d'une jeune migrante à travers l'Europe, dont vous pouviez suivre tout le cheminement et puis toutes les difficultés évidemment en temps réel à partir de votre smartphone. Donc vraiment des formats toujours innovants et très différents pour raconter ces histoires, et sur des supports également différents. Et puis cette époque où on expérimentait des formes narratives sur des nouveaux supports, ça a amené Arte à travailler le sujet de la réalité virtuelle. Le premier marqueur important, le premier projet très important, ça a été Notes on Blindness, qui permettait à travers un casque de réalité virtuelle d'appréhender l'expérience de la cécité, et qui a été un très grand succès et que vous pouvez aujourd'hui encore aller regarder évidemment avec un casque. Ce qu'il faut avoir en tête sur la réalité virtuelle, c'est que finalement sur ce sujet, c'est l'innovation qui a précédé les usages. Évidemment, au lancement des sujets de réalité virtuelle, on se disait dans 5 ans, dans 10 ans, tout le monde sera équipé de casques de réalité virtuelle, et puis nous pourrons tous profiter de ces expériences immersives. Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas encore tout à fait le cas. Et du coup, après tous ces sujets d'expérimentation, aujourd'hui, en tout cas, on se tourne vers des projets un peu plus mainstream, j'allais dire. On travaille beaucoup les sujets de fiction, comme Gloomy Eyes, que vous avez vu derrière moi. Et aujourd'hui, on rencontre pas mal on discute beaucoup et on échange beaucoup sur les sujets des enjeux de distribution, sur les sujets VR, puisque aujourd'hui, l'usage n'est pas massif auprès des publics, donc c'est un vrai questionnement pour nous. Et puis, on est assez contraint par les plateformes qui ont des contraintes fortes. Oculus, par exemple, aujourd'hui, demande beaucoup plus de contenu très long, très dense, qui ne sont pas forcément les programmes qui étaient produits jusqu'à présent. Et puis, va chercher de plus en plus de la VR qui se passe également avec du jeu vidéo. Donc, c'est les sujets sur lesquels on va également. Vous avez vu tout à l'heure dans la bande-annonce Fisherman's Tale, qui était un jeu vidéo en réalité virtuelle. Donc voilà, cette hybridation des écritures se retrouve aussi dans la VR qui rejoint le jeu vidéo. Donc ce sont tous les sujets d'aujourd'hui. Puis quand on parle des enjeux de distribution, donc Fabrice vous parlait tout à l'heure de 1,20 m qui sera présenté demain en masterclass et qui est un format hybride justement avec ce format en réalité virtuelle qui raconte une autre histoire que le format qui est diffusé en version plate ou plus linéaire. Donc je ne vous en dis pas plus. Je vous invite à venir demain à la masterclass pour que Marie Blondiau vous explique comment toute cette hybridation et ces écritures différentes ont été possibles, comment elles ont été pensées et imaginées également. Là, on retrouve l'héritage de ce dont tu parlais dès 2010, des expériences plus interactives, transmédia, etc., qui étaient finalement une brique de base pour aujourd'hui et encore créer ce genre de dispositifs multi-supports qui se répondent l'un l'autre et qui rentrent en cohérence. Exactement. En fait, la question qu'on se pose en permanence quand on rencontre un projet, c'est de se demander si l'histoire correspond finalement à la manière de diffuser, à la plateforme de diffusion. Et sur 1,20 m, encore une fois, l'histoire n'est pas la même selon que vous la regardez dans un casque de réalité virtuelle ou en format linéaire. Sur le format linéaire, c'est plutôt, on regarde un peu de l'extérieur la vie de cette jeune fille, et dans le casque de réalité virtuelle, vous avez vraiment davantage accès à ses émotions et à ce qu'elle peut vivre, parce que c'est un dispositif plus immersif. Donc on ne va pas aller choisir exactement le même angle, le même point de vue suivant le médium qui est associé.
Et puis finalement, la révolution majeure de ces 10 dernières années, c'est notre usage quotidien des médias sociaux. Et donc ça, c'est ce qui a initié ce dernier virage dans lequel on est encore complètement aujourd'hui chez Arte, qui est de réfléchir à la façon de pouvoir raconter des nouvelles histoires sur les médias sociaux. Donc là, c'est l'exemple de TikTok, puisqu'on est présent sur TikTok depuis l'année 2021. On n'est pas arrivé tout de suite sur TikTok. Mais l'idée, c'est vraiment que pour nous, les médias sociaux, ce ne sont pas des outils de communication qui permettraient de uniquement promouvoir des programmes qui seraient diffusés ailleurs sur la chaîne de télévision ou sur le site arte.tv. Ce sont vraiment des plateformes qui nous permettent d'exercer notre créativité et de proposer des programmes qui sont écrits, rédigés, pensés, travaillés suivant la grammaire de cette plateforme. Donc c'est vraiment utiliser les contraintes d'une plateforme pour raconter des nouvelles histoires. Et donc voilà, c'est ce qui nous occupe aujourd'hui énormément. Et alors aujourd'hui... Oui, et donc aujourd'hui, la résultante quand même de tout ça, c'est que, c'était un mot pas du tout officiel chez Arte, mais je parlais d'une galaxie de contenus qu'on va retrouver aujourd'hui. Et on va vous mettre à profit 2 secondes. Vous, public chéri, où est-ce que vous regardez Arte? Où est-ce que vous savez que Arte est? En termes de plateforme, on a vu, alors je vous donne TikTok, on vient de le voir, c'est trop facile, donc ne me dites pas TikTok, voilà. Et on sait a priori l'antenne, ça va, ok. Les autres plateformes, où est-ce que vous pouvez trouver Arte? Twitch, bien vu, c'était pas la plus facile. YouTube, Instagram, sur ta Smart TV, Snapchat, Discord, j'ai entendu? Discord, il y a des trucs sur Discord? Ouais. C'est validé? Oui, c'est validé. D'autres? Il y en a d'autres, hein? La télé. Faut pas oublier le point d'origine. Les consoles, les mobiles, les stores mobiles, les consoles, les stores d'applications VR aussi. Voilà, de tout ce... Qu'est-ce qu'on oublie? Là, on a parlé à peu près de tout ce dont on va parler après. Mais il y a une question que j'avais envie de vous poser aussi, c'est sur la chaîne de télévision, puisqu'on parle de toutes les audiences différentes qu'on veut aller rencontrer. À votre avis, sur la chaîne de télévision aujourd'hui, quelle est la moyenne d'âge d'Arte, des téléspectateurs d'Arte? La trentaine? Ça va être un poil plus. J'ai entendu 60. Oui, c'est comme l'ensemble de la télévision française, c'est plus de 60 ans aujourd'hui. Sur le site arte.tv, vous diriez 50. Eh ben, on est à 50 ans, exactement, si vous avez vu le communiqué de presse annonçant toutes nos audiences récemment, c'est exactement 50 ans. Et sur YouTube, par exemple, sur YouTube, on est autour de 35 ans de moyenne d'âge sur l'ensemble de notre MCN. Je vais vous parler de notre MCN juste après. Et sur Snapchat, effectivement, vous avez compris, on descend. Sur Snapchat, oui, on surperforme sur les 18-24 ans. Et sur TikTok, on est à peu près dans les mêmes eaux que sur Snapchat. L'idée, c'est vraiment de se dire que, c'est assez intuitif évidemment, mais ça se retrouve bien sûr dans les chiffres, c'est-à-dire que les modes de consommation sont différents suivant les générations ou les modes de vie. Alors ça ne veut pas dire que sur les médias sociaux, il n'y a que des plus jeunes, parce qu'on n'a pas parlé de Facebook, qui n'a pas été cité d'ailleurs. Facebook, aujourd'hui, dans nos audiences numériques, on est entre 40 et 45 ans, en tout cas sur les plateformes et les comptes Arte. Donc voilà, c'est pas parce qu'on parle du numérique qu'on parle que à des très très jeunes. Et inversement, voilà, il y a beaucoup d'utilisations très très différentes sur les médias sociaux. Et c'est ça dont on va parler maintenant. Aujourd'hui, Arte, ça n'est pas une chaîne de télévision qui fait du replay sur son site internet et qui promeut ses contenus sur les médias sociaux. C'est un bouquet d'offres éditoriales
qui se déclinent à travers 3 offres principales. Et donc les voici. Aujourd'hui, vous avez, donc on a parlé de la chaîne de télévision qui aujourd'hui est à des niveaux records en termes d'audience, avec sur l'année 2021 2,9% de part d'audience sur l'ensemble de l'année, ce qui est un excellent score pour Arte. Et puis le cœur de notre dispositif aujourd'hui, qui est le site, la plateforme arte.tv, avec plus de 8000 contenus en permanence, plus de 60% des contenus qui sont d'origine exclusivement web, c'est-à-dire que ce sont des contenus que vous ne retrouverez pas sur la chaîne de télévision en linéaire. Donc ce sont des contenus qui sont soit totalement produits pour le web, dont tous ceux dont je vais vous parler au cours de cette présentation, et puis on a une forte stratégie d'achat ou de rachat de droits numériques pour des programmes qui ont déjà été diffusés à l'antenne il y a longtemps ou qui n'ont jamais été diffusés à l'antenne, en particulier sur les séries. Aujourd'hui, on a une très forte ambition de développement des séries, et donc en permanence, vous avez des séries de fiction qui sont disponibles sur arte.tv et que vous ne verrez pas à l'antenne d'Arte. Donc c'est vraiment une offre absolument dédiée et tout à fait pertinente auprès de nos utilisateurs. Et puis la troisième offre éditoriale, c'est les plateformes sociales sur lesquelles nous travaillons, donc pour aller chercher des publics plus élargis, donc plus jeunes de facto, mais pas seulement. Et l'idée sur ces plateformes sociales, c'est à la fois de développer une stratégie d'hyperdistribution, c'est-à-dire que c'est important pour nous de pouvoir être présents sur toutes les plateformes, parce qu'en tant que service public, on s'adresse à absolument tous les publics et qu'on n'a pas de cible marketing. Donc cette stratégie de distribution massive, et puis parce qu'il y a certains de nos programmes qu'on veut vraiment pouvoir exposer sur toutes les plateformes, et puis en même temps une stratégie affinitaire qui est de développer ces programmes qui seront uniquement disponibles sur telle ou telle plateforme, parce qu'ils vont s'écrire avec une grammaire tout à fait spécifique et dédiée à cette plateforme. Et donc, une des premières plateformes sur lesquelles on est les plus présents, finalement, c'est YouTube. Alors, notre arrivée sur YouTube, ça a été encore une fois une vraie disruption, en tout cas sur le marché et puis dans les modes de fonctionnement médias aujourd'hui, parce que c'est comme pour l'arrivée de Arte Plus 7 dont on vous parlait juste précédemment, c'est que on pouvait craindre, les chaînes de télévision craignent un peu YouTube et craignent que ce soit une cannibalisation non seulement de leur antenne, mais aussi de leur plateforme. Et en fait, c'est pas ce qui se passe pour nous. Nous, on observe vraiment un élargissement de notre audience avec des internautes qui découvrent Arte grâce à YouTube et qui n'étaient pas forcément familiers de l'écosystème ou des programmes d'Arte, et qui rencontrent Arte de cette façon-là sur YouTube. Et ça, c'est ce qui est vraiment notre objectif. Donc sur YouTube, on a plus de 15 chaînes. Donc c'est un vrai MCN, un multi-channel network. Notre stratégie est celle de pouvoir avoir des propositions un peu dédiées sur différentes thématiques. Vous avez une chaîne autour de la découverte, donc plutôt documentaire, et puis des chaînes autour de sujets de fiction. Donc ça aussi, c'est tout à fait nouveau, et on le développe particulièrement depuis 2 ans. La présence de films de cinéma sur Arte Cinéma, sur la chaîne Arte Cinéma, avec les films du Arte Kino Festival par exemple, mais aussi des offres totalement dédiées, avec des documania également autour des acteurs, d'acteurs ou de réalisateurs du cinéma. Et puis sur Arte Série également, on diffuse, la majorité des séries qui sont diffusées sur arte.tv sont également à retrouver sur YouTube. Et là, on touche à chaque fois des nouveaux utilisateurs qui découvrent Arte de cette façon-là. Et puis pour certains, ils vont ensuite aller nous découvrir sur arte.tv. Pour d'autres, leur habitude sera véritablement de continuer à rencontrer Arte et rencontrer nos programmes sur la plateforme YouTube. Et puis, un autre axe de notre stratégie sur YouTube, c'est d'utiliser les nouveaux formats et les acteurs de YouTube pour nous aider à créer des nouveaux contenus. Donc, c'est l'exemple du Vortex dont on vous parlera cet après-midi plus spécifiquement avec Ronan Le Toqueux, qui est le producteur du Vortex, et donc qui a travaillé avec des streamers, des vidéastes. On les appelait des YouTubeurs il y a encore quelques années. Maintenant, c'est véritablement l'écosystème des vidéastes pour pouvoir
travailler un concept de vulgarisation scientifique en partant de cette nouvelle grammaire d'écriture qui était celle de YouTube, et pour proposer un programme tout à fait spécifique et unique qui est celui du Vortex. Est-ce que sur tous les programmes qui sont diffusés sur YouTube sont aussi diffusés sur arte.tv, ou est-ce qu'il y en a qui restent exclusifs à YouTube ? Il n'y a que le Vortex qui est uniquement diffusé sur YouTube. Okay. Sinon, ils sont tous sur arte.tv. Le cœur de l'écosystème Arte, c'est arte.tv. Donc, c'est là que vous retrouverez absolument tous les programmes. Après, il y a certains programmes d'Arte qui ne sont pas diffusés sur YouTube. Et il y a un seul programme de YouTube qui n'est pas diffusé sur arte.tv, c'est le Vortex. Okay. Mais le cœur d'un dispositif, c'est arte.tv. Et puis, alors, juste un petit focus aussi sur une toute nouveauté, un programme qui est sorti la semaine dernière qui s'appelle Les idées larges et qui est, comme le Vortex, une production pensée pour YouTube avec une journaliste qui travaille totalement différemment de la façon dont elle travaille d'habitude pour des programmes pour Arte, qui s'adresse à la caméra, parce que c'est ça l'écriture YouTube, c'est beaucoup, on s'adresse à la caméra, on s'adresse à l'utilisateur, on n'a pas peur de raconter vraiment son cheminement, le cheminement de sa pensée, et donc les idées larges, un nouveau programme qui rencontre un très grand succès depuis la semaine dernière et qui est vraiment, qui correspond tout à fait à l'ADN d'Arte, qui est d'essayer de prendre le temps justement de comprendre une pensée, de comprendre un concept, mais en utilisant des codes de la plateforme et un format de 20 minutes qui est totalement idéal pour YouTube. Je vous disais tout à l'heure que les plateformes, elles étaient source de contraintes. Alors évidemment, c'est très vrai, on l'expérimente tous les jours. Une plateforme, c'est un algorithme, et donc un algorithme qui choisit de nous présenter tel ou tel contenu. Donc on n'a pas toujours la main sur ce qu'on peut regarder sur une plateforme. Mais c'est aussi des contraintes qui nous permettent, à nous et aux créateurs, d'imaginer des nouveaux formats. Et ça, c'est absolument passionnant. Alors un premier exemple, là, c'est pour donner l'exemple d'Instagram. Le programme Été, que vous avez peut-être vu passer il y a 4 ans sur Instagram d'Arte, était vraiment tout à fait novateur à l'époque. En fait, il se saisissait d'Instagram qui proposait à l'époque uniquement du flux photo et pas de flux vidéo à l'époque, pour inventer une histoire, une série par épisode, qui se passait pendant tout un été. Et puis, alors ce qui est très intéressant en plus de ce format-là, c'est qu'au moment où a été lancé ce format, Instagram a imaginé et a lancé le format Carousel qui permet de pouvoir faire en fait un petit album photo dans chacune de ses publications. Et du coup, en 2 jours, il a fallu, avec le producteur et avec les auteurs, réécrire et repenser la façon de partager ce contenu-là et de le réfléchir plutôt en termes de Carousel. Donc ça, c'était extrêmement intéressant. Et puis un autre programme qui est celui qui s'appelle Patience mon amour, qui est sorti cet été et qui est une histoire, une fiction en épisodes, en 28 épisodes, qui était hébergée sur le compte Instagram Arte à suivre et qui racontait l'histoire d'un parcours de procréation médicale assistée dans un couple de femmes. Et en fait, toute cette histoire se passait en story. Et ça, c'était tout à fait nouveau et ça ne pouvait se raconter que sur Instagram. Ça nous a obligés à réfléchir tout à fait différemment dans l'écriture de ce programme, parce qu'évidemment, écrire pour des cartons qui vont être lus et swipés, c'est tout à fait différent de quand on peut prendre son temps dans une écriture plus lente. Et puis évidemment, le format vertical invite aussi à penser différemment son cadre et la façon de raconter l'histoire. Et donc, cette histoire-là est hébergée dans un compte qui est uniquement dédié à des séries feuilletonnantes. Ça s'appelle Arte à suivre, et je vous engage à le suivre si vous ne le connaissez pas, mais ça aussi, c'était quelque chose de tout à fait nouveau. Je veux dire, aujourd'hui, sur Instagram, aucun compte n'existait qui ne proposait que des fictions. Alors, on propose des fictions qui sont entièrement dédiées à Instagram, et d'autres qui peuvent être également disponibles éventuellement sur arte.tv, mais avec des formats vraiment d'épisodes assez courts. Et en fait, on rencontre vraiment une communauté hyper fidèle sur ce sujet, qui rentre complètement dans chacune des séries qu'on lui propose, qui échange énormément dans les commentaires. Donc ça, on va parler ensuite aussi beaucoup de proximité avec notre audience. C'est quelque chose qui est très important pour nous dans la relation avec le public, de pouvoir échanger, de pouvoir mieux comprendre nos utilisateurs à travers les échanges dans les commentaires. Donc vraiment des plateformes qui nous forcent aussi à être très créatifs.
Et l'idée pour pouvoir arriver sur ces plateformes-là, c'est non seulement de bien les comprendre, de les observer, d'observer les usages qui sont faits sur ces plateformes, et puis d'aller tester des nouvelles écritures en adoptant les codes de cette plateforme-là. Et là, je vous donne l'exemple d'un format sur Snapchat qui s'appelle FAQ, et qu'on a lancé il y a 2 ans, 1 an et demi, et alors qui est aussi, bon, j'ai l'impression de ne dire que des succès, donc on n'a pas toujours que des succès, mais là c'est un super succès sur Snapchat. Et il est intéressant à plus d'un titre. Alors d'abord parce que effectivement on a travaillé assez différemment avec l'équipe de production qui nous accompagne sur FAQ, qui s'appelle une bonne production qui s'appelle Upian, et qui vraiment fonctionne comme une rédaction. Donc il y a 7 personnes qui travaillent sur nos sujets. C'est un format hebdomadaire, donc vraiment ils travaillent quotidiennement sur le sujet. Et en fait, ce sont pas mal de nouveaux métiers, en tout cas qu'on a réunis tous ensemble. Donc il y a des journalistes, un rédacteur en chef, il y a des JRI, il y a évidemment des monteurs, il y a des motion designers, il y a des graphistes, voilà, qui travaillent vraiment tous ensemble en mode rédaction. Et ce qui est très intéressant aussi dans ce programme, c'est la façon dont on arrive à être en lien avec notre audience et encore une fois à la comprendre. Les plateformes comme Snapchat, elles permettent d'avoir des insights sur les utilisateurs qui sont absolument fantastiques, particulièrement Snapchat. On sait tout ce que fait l'utilisateur, c'est-à-dire à quel moment il a quitté tel carton, à quel moment il a swipé, à quel moment il a bien voulu participer à une interaction que vous lui avez proposée. Et ça nous permet vraiment de pouvoir optimiser le programme et l'histoire qu'on va lui raconter. Et on obtient des durées moyennes de visionnage qui sont très importantes pour Snapchat, parce qu'on peut arriver à travailler tout ça et à faire de l'itération à chacun de nos formats hebdomadaires et à faire des modifications en permanence. Donc ça, c'est vraiment un sujet qui est intéressant. Et on travaille vraiment de façon très proche avec la communauté fidèle de FAQ sur Snapchat. Régulièrement, on a des rencontres en visio avec ces internautes qui nous disent ce qu'ils aimeraient voir comme autre type de contenu, qui nous proposent des sujets, qui nous font des retours sur des sujets qu'on a déjà diffusés. Et puis, surtout, ils témoignent dans chacune de nos publications. Voilà, ils nous envoient des témoignages en vidéo sur tel et tel sujet, et ils sont vraiment très nombreux à vouloir témoigner à chaque fois. Et c'était vraiment l'idée de pouvoir parler de façon horizontale avec nos publics et pas simplement avec une posture d'expert. Pour nous, c'est vraiment très important de travailler de cette façon. Donc voilà, pour toutes ces raisons, Arte FAQ est un très très beau projet voilà, qui rassemble une très très belle audience. Et alors quand je parlais aussi d'adopter les codes, la difficulté c'est d'arriver à rentrer dans ces codes-là tout en gardant en fait sa patte, tout en gardant son ADN. Et pour Arte, par exemple, c'était pas si simple d'arriver sur TikTok, parce que je vous ai parlé tout à l'heure d'un de nos marqueurs qui est celui du temps long. Bon, sur TikTok, on n'y est pas, hein, clairement. TikTok, évidemment, c'est l'ultra court. Donc, toute la question était de se dire, alors, TikTok devient un usage massif aujourd'hui dans les jeunes générations, mais pas que. C'est du contenu ultra court. Comment est-ce qu'on fait pour raconter des histoires de cette façon-là, en restant Arte et pas en devenant quelqu'un d'autre. Et ça, c'est toujours en travaillant avec les créateurs qu'on arrive à trouver des histoires à raconter. Et par exemple, sur TikTok, on a lancé il y a cet automne une série documentaire qui s'appelle « Viens, on danse ». Donc on s'est dit qu'on allait entrer sur TikTok avec le code de la musique et de la danse qui est très présent sur TikTok, mais à la façon d'Arte, et donc en racontant un format documentaire. Et ça, c'était tout à fait nouveau aussi. Alors, c'est pas toujours simple dans la façon de pouvoir diffuser ces contenus-là, parce que, par exemple, on a découvert que diffuser une série, un format sériel sur TikTok, ça n'est pas simple, parce que la plateforme est prévue vraiment plutôt pour des one-shots et pas forcément pour des formats sériels. La plateforme est en train de réfléchir à ces sujets-là, parce que, évidemment, l'usage de la série aujourd'hui est aussi complètement intégré dans tous les différents publics. Donc ils sont en train d'installer des formats de playlist pour pouvoir suivre des séries, mais l'algorithme n'est pas simple dans ce cadre-là. Mais en tout cas, voilà, c'est ça l'idée, c'est
c'est d'arriver à travailler un format qui répond aux exigences éditoriales d'Arte en s'adaptant à la plateforme. Et puis l'idée, bien sûr, c'est en permanence de se remettre en question, de se réinventer, de se dire qu'on va faire différemment. Et à cet égard, notre expérience sur Twitch, elle est très intéressante parce que de la même façon que TikTok était contre-intuitif pour Arte parce que c'est du très très court et de l'hyper immédiat, et ben Twitch, c'est du direct, alors qu'Arte est une chaîne qui n'est pas une chaîne de direct, c'est une chaîne de stock. Et en plus, Twitch est une plateforme hyper incarnée. Ce sont les streamers, en fait, chaque streamer a sa chaîne, et c'est en général entièrement dédié et tourné autour de la ligne éditoriale de ce streamer. Donc forcément, ce n'était pas quelque chose de très simple pour nous. Mais il y a plusieurs choses qui étaient particulièrement intéressantes pour nous. Le fait que Twitch, c'est un endroit où, pour le coup, on peut prendre le temps. Sur Twitch, vous pouvez faire des streams de 1 heure, 2 heures, 3 heures, et vous prenez le temps qu'il faut pour interagir avec votre communauté. Le fait que, justement, il y a une interaction extraordinaire avec la communauté dans le chat et qui permet vraiment de pouvoir échanger avec son public et puis de pouvoir co-construire des émissions et de pouvoir se laisser un peu embarquer avec eux dans l'expérience qui est en train de se dérouler. Et puis, on va parler de jeux vidéo tout à l'heure, on a déjà parlé un tout petit peu ce matin. Twitch, à la base, c'était la plateforme du jeu vidéo et nous, Arte est présent dans le jeu vidéo depuis presque 10 ans maintenant. Et donc, c'était tout à fait logique, c'était tout à fait normal qu'on y aille. Et on s'est dit qu'on allait justement rentrer sur Twitch en adoptant les codes de cette plateforme. Et donc, en partant du sujet du jeu vidéo et en travaillant avec des streamers qui connaissent très bien la plateforme. L'idée est vraiment à chaque fois de ne pas se dire on va faire de la télévision en arrivant sur Twitch et on va arriver avec nos gros sabots et on va faire de la télé. C'est d'arriver à construire autre chose. Et donc la première émission que nous avons lancée s'appelle Jour de Play et elle est vraiment, elle cherche à voir comment le jeu vidéo décrypte le monde d'aujourd'hui en fait. Et on a plusieurs streamers qui sont très connus sur la plateforme Twitch qui interviennent dans cette émission. Et puis ensuite, on a développé autre chose. On a une autre émission qui s'appelle Laserdisc autour de la musique avec un streamer aussi, enfin 2 streamers qui sont très connus. On a développé des lives événementiels autour de sujets scientifiques, particulièrement sur les sujets de l'astronomie. L'année dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce petit robot Persévérance qui est arrivé sur Mars. Et ça, on avait retransmis en direct sur Twitch et on avait une audience énorme d'internautes qui sont très intéressés par les histoires d'astronomie, qui voulaient poser beaucoup de questions à des experts. Et puis là, en ce moment, on est en train de tenter encore complètement autre chose. C'est le fait de travailler avec des réalisateurs ou des auteurs de documentaires qui viennent regarder le documentaire avec notre public sur Twitch et puis qui arrêtent la diffusion du documentaire pour échanger avec les internautes en fonction des questions qu'ils posent dans le chat. Et c'est assez fou parce que les internautes posent des questions qui sont hyper pertinentes, alors soit sur la façon de filmer, la façon dont, en fait, les coulisses finalement du tournage du documentaire, ou alors sur des sujets très très précis qui sont discutés dans le documentaire. Donc c'est véritablement très intéressant. Et donc on teste un petit peu toutes ces choses-là. C'est vraiment l'idée sur le numérique d'observer, de tester, de réessayer, de se remettre en question et puis d'être en permanence en train d'avancer. Et donc là, c'est la slide waouh, avec plein de chiffres. Jusqu'à présent, il n'y avait pas de chiffres. Et là, c'est des résultats qui sont vraiment exceptionnels. Chaque année, on se dit, mais comment est-ce qu'on va continuer à se déployer? Est-ce qu'on va réussir à se déployer autant? Est-ce qu'on va réussir à aller toucher des nouveaux publics toujours autant? Chaque année, on y arrive. Parce qu'on développe des nouveaux projets sur des nouvelles plateformes, parce qu'on a des nouvelles idées, et puis parce que le public s'intéresse à ce qu'on fait. On est très, très reconnaissant de cette relation qu'on a avec nos publics, et donc des chiffres très impressionnants, du 100%, des milliards. C'est un feu d'artifice. Absolument. Et alors donc, pour faire une petite ouverture vers la suite, vous avez peut-être remarqué que pendant toute cette présentation, en 2022, je n'ai pas encore prononcé le mot métavers, mais c'est le moment. C'est le moment, en fait.
petite référence vers l'infini et au-delà, qui est pas du vous avez tous la rêve, je pense, c'est pas du tout Arte, mais voilà, il faut s'ouvrir. Et l'idée, c'est que tous ces sujets-là, tout ce dont on parle aujourd'hui, évidemment, pour nous, ce sont des nouveaux terrains de jeu. On regarde ça de très près parce que, vous l'avez compris, pour nous c'est important d'aller sur des sujets et des territoires innovants. C'est important de voir comment on peut raconter des histoires différemment. C'est important de voir à quels endroits on peut rencontrer nos publics. Et on fait tout ça en se posant des questions parce qu'on sait aussi que c'est des sujets qui ne sont pas simples, c'est un monde qui peut être très contraint, c'est un monde qui est aujourd'hui très réfléchi par des plateformes très identifiées, par un monsieur très identifié dont le nom commence par Z, par exemple. Et donc voilà, c'est toutes les questions qu'on se pose aujourd'hui, mais en tout cas, on ne s'interdit rien, et puis on a encore plein d'axes de développement, plein d'idées, plein de projets à faire tous ensemble. Donc plein de belles choses à venir. Et donc un certain nombre de détails en fin de journée, quand tu reviendras sur scène pour nous parler un peu du line-up et de ce qui, est dans les cartons. C'est vrai que c'est un gros hook pour pouvoir vous avoir jusqu'à la fin de cette journée, puisque je vous montrerai un petit échantillon des grandes nouveautés qu'on aura en ce début d'année et des programmes très innovants dans les écritures, que ce soit en prise de vue réelle, en animation, que ce soit autour des sujets de réalité virtuelle, de podcast. Enfin, on vous montrera tout ça en fin de journée. Par exemple. C'est une intervention feuilletonnante, donc tout à fait. Il se passe des choses. C'est ça. C'est une série aujourd'hui. Ouais. Alors déjà, merci beaucoup, et je pense qu'on peut applaudir généreusement Caroline. Et fort heureusement, il nous reste du temps pour se poser des questions. Je vais me permettre, et j'espère que vous me pardonnerez, d'en poser une qui m'intéresse particulièrement en tant que créateur, et c'est quelque chose qu'on a voulu aussi aborder pour ouvrir cette séance de questions. C'est comment se construit une relation entre des créateurs, producteurs, productrices qui viennent de l'extérieur et qui entrent en relation avec Arte. Comment se fait ce cheminement-là ? Comment il faut s'y prendre, en gros, pour finir un jour sur cet écran-là pour la 5e édition, ou la 6e peut-être, de Made by Arte ? Eh bien, j'avais préparé cette réponse, Benjamin, puisque... On fait semblant d'être spontané, c'est très préparé. Et alors, ce qu'il faut avoir en tête, déjà en préambule, c'est que chez Arte, on travaille avec des producteurs. Et pour nous, c'est le métier indispensable, c'est vraiment le maillon de la chaîne de création qui est fondamental pour nous. Donc on ne travaille pas avec des auteurs en direct, et donc on ne peut pas recevoir, si on reçoit des projets qui sont envoyés par des auteurs et qui ne sont pas accompagnés par un producteur, on ne va pas pouvoir avancer sur ce projet. Donc ça, c'est la première chose à avoir en tête. Et alors, dans mon unité du développement numérique, on fonctionne comme dans les autres unités d'Arte. Alors, pour que vous ayez un peu une espèce de big picture, on va dire, chez Arte, vous avez l'unité cinéma, que dirige Olivier Père, qui sera là cette semaine au festival. L'unité découverte et connaissance sur des sujets plus scientifiques, découverte, etc. Une unité société et culture sur les sujets de société, une unité art et spectacle et une unité fiction sur les sujets de série. Et donc, toutes ces unités reçoivent des projets tous les jours de producteurs. Et donc, nous, on reçoit à peu près entre 40 et 50 projets par mois qui sont envoyés par des producteurs. Et donc, le chemin de vie de ces projets, c'est que on les reçoit. Ils nous sont envoyés en général avec un dossier de projet qui explique l'intention des auteurs, la façon dont va être monté le projet, un synopsis. Alors c'est plus ou moins étoffé suivant les projets, mais il y a en général l'équipe qui est pressentie pour travailler sur le projet, des débuts d'idées de financement, comment est-ce qu'on va pouvoir rendre tout cela possible, ce que les porteurs de projets attendent aussi d'Arte. Voilà, donc ça c'est la première... en général le premier envoi. Et puis de notre côté, en fait, on a un premier temps qui est un temps de lecture des projets. Et donc, on a tout un pool de lecteurs internes et externes qui vont lire ce projet et qui vont faire des premiers retours. Et puis ensuite, on a plusieurs comités éditoriaux internes
qui vont se saisir des projets qui ont été sélectionnés, donc après cette première sélection de lecture, et sur lesquels on va échanger. Donc on va se poser plein de questions sur évidemment la pertinence du pitch et de l'idée de départ, sur la façon dont a été pensée cette histoire, sur la plateforme de destination évidemment, qui va être celle de cette histoire. Parfois on se dit cette histoire elle est hyper pertinente, mais alors on ne la voit pas du tout sur la plateforme qui était celle qui était proposée, et on se dit est-ce que ce serait possible de travailler avec l'équipe pour aller l'emmener ailleurs, ou est-ce que on a l'impression que ça ne marchera pas. Voilà, on réfléchit ensemble. Et puis, si le projet nous intéresse véritablement, la prochaine étape, c'est qu'on lance ce projet en développement. Et un projet qui va rentrer en développement, ça veut dire qu'on va donner de l'argent à l'équipe du projet pour travailler davantage le projet. Donc ça va être pour un projet documentaire, par exemple, pour aller faire des repérages, s'il y a des repérages à faire à l'étranger. Ça va être pour aller creuser les intervenants qui vont être présents dans le documentaire. Si c'est une série, ça va être de travailler davantage la Bible des personnages, les arches narratives, ou on va même demander plusieurs épisodes écrits, par exemple. Donc ça va être toute la période de développement. Ça peut prendre des temps très différents. Parfois, on a des équipes qui vont très très vite, et puis parfois ça prend plus de temps. Avec les sujets Covid, par exemple, là, depuis 2 ans, pour les documentaires, faire des repérages, se déplacer dans certains pays, ça a été extrêmement compliqué. Donc voilà, c'est une période qui peut être un peu fluctuante. Une fois que ce développement a été fait, on reçoit le retour de développement, donc avec tout ce qui avait été demandé. Parfois, c'est même un pilote, le tournage d'un pilote. Ça arrive évidemment très, très souvent. Et ensuite, on a notre comité éditorial qui reçoit ce retour de développement. Et là, on se dit, voilà ce qui est revenu. Et parfois, alors il se passe plein de choses, c'est-à-dire que soit on se dit, ouais, ça correspond à ce qu'on avait en tête, ça a bien avancé, ça va dans la bonne direction, et du coup, banco. Et là, on passe en production, et ça, je vous raconte juste après. Et puis parfois, ça arrive aussi qu'on se dise, en fait, ça ne marche pas, il y a un truc qui... Voilà, soit ça ne fonctionne pas finalement. Parfois, c'est l'équipe elle-même, l'équipe de production qui nous dit, en fait, ouais, finalement, ça ne marche pas, ou il y a des sujets dans les équipes, et donc on ne va pas jusqu'au bout de ce projet-là. Ça arrive, c'est aussi parfois la vie des projets. Mais quand ça fonctionne et qu'on est tous hyper alignés, du coup, on valide ce développement et on va passer en production. Et donc ça veut dire que là, on valide le financement entier de ce qui était prévu, de la part coproducteur et diffuseur d'Arte. Et là, on finance toute la partie production. Et donc les équipes sont lancées dans cette phase-là, qui peut aussi avoir une durée tout à fait différente, évidemment, en fonction des projets. Les projets de réalité virtuelle, ils prennent beaucoup de temps. On a un projet... en ce moment, qui est déjà depuis un long moment en préparation, qui est un projet de réalité augmentée sur Snapchat. Et ça, c'est des projets qui sont extrêmement complexes, par exemple, parce qu'en fait, ils dépendent beaucoup des développements des plateformes aussi. C'est des filtres de réalité augmentée dont il faut discuter avec les US sur la façon dont eux-mêmes sont en train de développer cette technologie. Donc ça, par exemple, c'est des phases de production qui mettent beaucoup de temps. Mais normalement, ce projet Fortune, qui est un projet documentaire autour, donc avec de la réalité augmentée à partir de votre smartphone, devrait arriver en fin d'année 2022. Mais ça peut être des délais qui sont très, 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 très longs, par exemple. Et puis, l'étape finale, c'est la livraison du projet, le moment où on reçoit le projet qui a été entièrement tourné, finalisé. Et là, l'idée, c'est ensuite, évidemment, de commencer toute la période de diffusion. Et ça, ça fait vraiment partie de nos métiers. Et puis, alors, ce qu'il faut avoir en tête aussi, alors ça, c'est la slide à prendre en photo maintenant si tous ces sujets vous intéressent. C'est l'adresse sur laquelle vous pouvez envoyer vos projets, donc artepro@artefrance.fr. Voilà, et Caroline qui est à mes côtés et qui m'a aidée à travailler toute cette présentation reçoit tous ces projets, et puis ensuite ils partent dans tout ce processus-là. Et alors quelque chose qui est important à avoir en tête, évidemment, dans la façon dont on pense quand on reçoit un projet, c'est toute la dimension franco-allemande qui est évidemment dans l'ADN Arte. En fait, c'est important qu'on pense les projets qui sont des projets audiovisuels purs, c'est-à-dire des projets séries documentaires ou séries de fiction en vidéo. Ceux-ci, on les pense vraiment avec la dimension franco-allemande et européenne en ligne de mire, puisqu'ils vont être diffusés sur arte.tv et que du coup, ils vont être disponibles
disponible pour toutes les langues dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc, il faut qu'on pense à des projets qui puissent être visibles et intéressants pour voilà, des publics européens. Ce n'est pas le cas sur des projets très ancrés dans des... Sur certaines plateformes. Par exemple, sur YouTube ou sur Twitch, vous ne pouvez pas avoir des projets qui sont hostés et portés par des streamers, par exemple, et qui sont dans une langue différente de la vôtre. Ça, c'est des choses qui sont très compliquées. On a déjà testé et ça marche pas bien. Et puis sur Twitch, en direct, aujourd'hui, des solutions de sous-titrage en direct sur ce type de plateforme, on est très clair que ça ne marche pas. Donc, c'est des exceptions. Mais sinon, toujours l'idée d'avoir des programmes qui puissent être visibles par les Européens. Super, eh bien merci. Vous avez sûrement plein de questions, donc c'est le moment. Levez vos bras et faites entendre vos voix. Bonjour et merci pour la présentation. C'est très chouette de voir qu'un acteur comme vous continue, j'ai envie de dire, le combat, parce que c'est un vrai combat de maintenir la culture à ce niveau. Cela dit, moi j'ai une remarque et une question, du coup, sur le domaine du jeu vidéo particulièrement. Je pense que le combat n'est pas gagné. Surtout sur le jeu vidéo d'auteur. On assiste évidemment depuis une dizaine, vingtaine d'années à une explosion du jeu indépendant. Je trouve que les grandes plateformes, je pense à Steam, Epic, ainsi de suite, font la promotion de jeux d'auteur, mais pas du petit jeu d'auteur, à savoir le jeu d'auteur expérimental, celui qui n'a pas du tout de production derrière lui. Moi, je vois un gros trou dans ce que vous nous avez montré. Un énorme trou par rapport aux jeux vidéo, c'est la plateforme de diffusion et de curation de jeux vidéo. Est-ce que vous y avez songé? Parce qu'à mon avis, il y a un gros truc à faire. Pas en termes de business, évidemment, mais en termes de représentation culturelle. Pour moi, c'est quelque chose de très important de faire en sorte que le jeu vidéo ne soit pas que ou de la grosse production ou du gros indé avec du moyen, mais également de l'expérimentation. Parce que ce média, en fait, a encore beaucoup de choses à dire. Voilà, merci. Alors, je laisserai surtout Adrien vous répondre, parce que c'est Adrien qui est notre expert en charge de tous les sujets jeux vidéo chez nous et qui va vous parler du jeu vidéo juste après moi. Pour l'instant, alors c'est clair que nous, aujourd'hui, on n'a pas investigué ce sujet-là, de créer une plateforme de curation ou de promotion, en tout cas, de tous ces projets. Notre angle, notre métier, c'est fondamentalement de créer et d'accompagner les créateurs. Donc le sujet de la coproduction avec les studios indépendants, c'est le nôtre. Et après, le sujet de l'édition de ces jeux-là ou d'autres jeux qui peuvent nous correspondre. Après, oui, c'est clair qu'il y a un trou à cet endroit-là. Est-ce que c'est à nous de remplir ce trou-là? C'est une question. On s'en parlera. Mais voilà, Adrien vous en parlera beaucoup mieux juste après moi. Est-ce qu'on a une autre question? Oui, c'est derrière. Oui, bonjour, merci et bravo pour le travail fourni. J'ai une question, vous avez plusieurs communautés sur chaque support finalement, ça diffère. Est-ce qu'il y a des projets de mettre tout ça en cohérence et de relier ces différentes générations, ces différentes communautés? Alors c'est quelque chose qui n'est pas simple en tout cas, parce que les plateformes, elles sont vraiment prévues pour être des écosystèmes à elles seules, et en fait elles vous empêchent un peu de quitter, chaque plateforme vous empêche de quitter son écosystème. Donc ça c'est pas simple à organiser. À chaque fois qu'on le teste, on voit que, c'est tout bête, mais sur des vidéos TikTok qui veulent renvoyer vers YouTube ou qui veulent créer des passerelles avec d'autres plateformes, on voit que c'est assez complexe, ou que c'est des posts qui ne fonctionnent pas, ou l'algo n'apprécie pas ça du tout, et du coup, il ne promeut pas ce contenu-là. Donc ça, c'est un vrai sujet. En revanche, alors on s'aperçoit qu'il y a certains usages qui ne sont évidemment pas exclusifs. Aujourd'hui, personne n'a seulement une seule application ou un seul média social dans son smartphone. Donc on a des points de contact à différents endroits, et des internautes qui nous suivent sur TikTok, mais également sur Instagram. Et après, la façon dont on arrive à faire le lien, c'est vraiment sur certains... En fait, c'est d'arriver à
discuter avec les internautes en direct. Et ça, on y arrive à plusieurs endroits. Alors là, c'est sur Twitch, par exemple, où on a des internautes qui viennent nous raconter aussi ce qu'ils font sur d'autres plateformes. C'est avec le programme FAQ dont je vous parlais, parce que là, c'est vraiment des rencontres avec les utilisateurs qui sont prévues hyper régulièrement. Et puis, des endroits comme Discord, par exemple. Donc, tout à l'heure, ça a été cité. Sur Discord, on est très présent grâce au Vortex, qui a formé un forum sur Discord autour des sujets de vulgarisation scientifique et autour de scientifiques qui viennent parler de leur thèse. Donc c'est assez dingue, c'est une communauté hyper dense et hyper fidèle et très active qui échange sur le serveur Discord. Donc en fait, c'est voilà, plein de communautés fidèles à différents endroits qui sont liées par le fait qu'ils regardent des contenus Arte et qui sont liés à notre marque. Et en fait, c'est plutôt par des one-shots de discussion et des circuits de discussion avec chacune des communautés qu'on travaille aujourd'hui. Une autre question. Oui. Je ne sais pas si vous avez parlé un petit peu de chiffres tout à l'heure sur le nombre de la consommation, la partie audimat. Je veux savoir l'enveloppe de production d'Arte sur ces différents formats. Et quelles sont les approches un petit peu économiques on accompagne quelqu'un sur Twitch et pour X temps, X collections, les formats sur YouTube, etc. En gros, combien de programmes vous accompagnez sur ce différents types de supports et sur quelle enveloppe globale et en général, est-ce que c'est beaucoup de coproduction, donc c'est quelle part prend Arte pour accompagner des projets de ce type-là? Alors, on accompagne en permanence plus d'une vingtaine de projets. Par an, c'est difficile de le dire parce qu'en même temps, on a des projets qui sont en développement, en même temps, on a des projets qui sont en cours de production, il y a des projets qui sont déjà diffusés. Donc, il faudrait les prendre très séparément, mais voilà, plus d'une vingtaine, entre 20 et 25 projets en général sont suivis en permanence. Notre budget uniquement pour les productions numériques de mon unité, c'est 4 millions d'euros. Et après, de plus en plus, au sein d'Arte, il y a d'autres équipes qui travaillent aussi sur des sujets numériques qui peuvent aussi travailler des productions. Et après, sur l'enveloppe, en fait, sur le numérique, on n'a pas de coût à la minute, par exemple, donc ça ne marche pas comme à la télé. Donc c'est peut-être pas la réponse que vous attendez, mais ça dépend des projets, en vrai, les budgets. Et ça, c'est archi vrai parce que, évidemment, un projet en réalité virtuelle, ça ne va pas du tout être les mêmes coûts qu'un projet en format vidéo plus classique. L'animation, ça va être différent des projets en prise de vue réelle. Donc, voilà, il y a des projets dans lesquels notre part à nous, elle est de 30 000 euros jusqu'à des projets à plus de 200 000 euros. Donc, c'est vraiment totalement fluctuant. On prend évidemment jamais la totalité du projet. Alors, il y a vraiment de très, très rares projets dans lesquels on est en production exécutive. Ça, c'est vraiment très exceptionnel. Et c'est en général des projets qui, pour des sujets très précis, viennent de nous, par exemple, et qui sont plutôt des projets pour accompagner des programmes plus globaux de l'antenne. Par exemple, un des gros temps forts de l'année 2022, ça va être un documentaire autour de la guerre d'Algérie à l'antenne d'Arte. Et du coup, sur le numérique, pour accompagner ce projet-là, on va diffuser des programmes en motion design un peu plus explicatifs, par exemple. Ça, c'est de la prod exé, par exemple. Mais sinon, sur la façon dont, en général, sont construits les projets, c'est avec une part producteur, une part du CNC, des fonds d'aide régionaux, par exemple, et puis la part diffuseur d'Arte, qui peut aller jusqu'à plus de 50% du projet. Ça répond à votre question? Ce qui est peut-être notable aussi dans un certain nombre de projets, c'est l'augmentation, en tout cas je ne sais pas si c'est une augmentation du nombre, mais en tout cas la récurrence des coproductions aussi internationales qui permettent de faire aussi gonfler les budgets totaux des projets. Oui, exactement. C'est exactement le cas de 1,20 m par exemple, dont on parlera demain, qui est une coproduction avec l'Argentine. Et aujourd'hui, on a énormément de projets qui sont coproduits au niveau européen et parfois bien au-delà. On travaille beaucoup avec le Canada, par exemple. On travaille avec l'Argentine également. Donc, ça, c'est une part importante aussi. Est-ce qu'on a une dernière question? Bonjour. Bonjour. Vous avez posé une question rapide
Aujourd'hui, c'est pas notre priorité, clairement. Nous, en tout cas, la façon dont on sait travailler et la ligne éditoriale qu'on poursuit dans l'unité du développement numérique, c'est plutôt sur des créations qui racontent des histoires, donc soit sous format documentaire, soit sous format de fiction, mais tout ce qui est location-based, aujourd'hui, on n'y va pas. En fait, nous, on s'adresse au grand public à travers ce médium-là, mais le fait de devoir passer par des installations ou par des lieux, parce qu'on sait très bien, la réalité virtuelle, dans toutes les études aujourd'hui, c'est majoritairement consommé dans les parcs d'attractions, dans les musées, dans les endroits où où ça peut être consommé parce que les gens n'ont pas de casque chez eux. Et ça, aujourd'hui, c'est pas ce vers quoi on se dirige. On l'a fait auparavant, hein, on a fait des projets tout au début des sujets VR avec des immersions dans l'océan qui pouvaient se prêter totalement à du location-based. C'était également des projets autour d'immersion dans des œuvres d'art, par exemple. Et aujourd'hui, nous, notre ligne éditoriale, c'est vraiment davantage tout ce qui est histoire très narrative. Et du coup, ça se prête beaucoup moins. Et puis, c'est un modèle qui n'est pas simple. En fait, nous, notre mission, elle n'est pas de créer des projets pour des lieux, en fait. Donc, voilà. Mais c'est des questions qu'on se pose tous les jours en ce moment. Eh ben, merci beaucoup à nouveau, Caroline. Je me permets d'écourter un tout petit peu le temps de questions parce qu'on te retrouve en fin de journée. Donc, gardez tout ça en mémoire si vous êtes extrêmement frustré de ne pas avoir pu la poser maintenant. Mais pour maintenir un timing raisonnable qui nous conduit vers une pause déjeuner tout à fait savoureuse. Alors déjà, merci à nouveau. Je pense qu'on peut refaire ce petit geste de gratitude.